Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où je vous présente les fameux 5 finalistes du PLIB catégorie adulte et young adulte jeunesse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit juste ici. Et bon, si vous l'avez vu, vous avez pu constater que c'était pas tout à fait les titres que j'avais espéré qui étaient sélectionnés, mais ça ne m'empêche pas de lire toujours plein de titres, même s'ils n'ont pas été sélectionnés parmi les 5 finalistes. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, avec un petit bilan des lectures que j'avais lues sur 2 mois d'affilée, parce que je n'avais pas fait d'update au mois de février, je n'en avais pas lu assez. Maintenant, on répare ça, je vous présente tout de suite tout ce que j'ai lu pour le PLIB, que ce soit Young Adult Jeunesse, on met tous les deux ensemble. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Les Flibustiers de la mer chimique. Je vous mets la couverture juste ici. Alors lui, il me hypait de fou, parce que bon, je vais réitérer parce que je pense que je le dis à chaque fois, donc ça devrait commencer à être un peu, entre guillemets, rabâché, mais j'adore Albin Michel Imaginaire. Cette collection, en général, j'aime beaucoup ce qu'ils font, parce que je ne suis quasiment jamais déçue. Les couvertures, les auteurs, les titres et les thèmes qu'ils proposent sont super chouettes à chaque fois. Je suis comblée. Et là, dans Les Flibustiers de la mer chimique, bon, outre la jolie couverture et le titre qui vraiment m'appelait à cette piraterie un petit peu visiblement post-apo, chaotique, parce que la mer est devenue donc chimique, comme l'indique son titre, acide, corrosive, ce qui fait qu'on ne peut plus y naviguer uniquement que par des sous-marins. Les sous-marins qui ont un traitement particulier contre la mer corrosive, évidemment. Et on va suivre plusieurs personnages, dont des pirates, qui vont essayer d'aller vers une mission pour trouver peut-être un coin qui n'est pas pollué, un coin qui n'est pas corrosif. Et à côté de ça, on va suivre le destin d'une jeune fille qui s'appelle Alba, qui est un petit peu, comment on dit, omnisciente. Elle contient tout le savoir, on va dire, de l'humanité, ce qui fait que là-haut, ça va pas très bien. Elle a du mal à gérer justement tout cet amas de connaissances. Et ces deux personnages qui ont un destin pourtant différent vont se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si éloigné que ça de ce qu'ils cherchent à entreprendre. Alors, ce roman, il est en demi-teinte pour moi. En demi-teinte parce que j'ai beaucoup aimé la partie avec les flibustiers. Parce que comme je m'y attendais, on est dans un côté un petit peu piraterie, un petit peu, entre guillemets, bon enfant, un petit peu bagarre, un petit peu lourd parfois dans certains propos, c'est vrai, mais c'est l'ambiance que je recherchais, l'ambiance pirate, l'ambiance bagarre, quête, aventure, et un petit peu combat donc qui va avec. Parfait, franchement cette partie-là, je me suis régalée, j'ai beaucoup aimé l'avancée, l'aventure, les petits rebondissements, des changements de camp à droite à gauche, des amitiés qui se font, qui se défont, qui deviennent des ennemis. Bref, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Par contre, le demi-teinte, c'est pour toute la partie avec Alba. Donc cette jeune femme qui est considérée un petit peu comme une déesse, comme une femme omnisciente, qui contient donc tout le savoir de l'humanité. Et le problème, c'est que ce savoir, il est tellement immense, elle contient toutes les cultures, toutes les langues, toute l'histoire, vraiment tout ce que peut contenir l'humanité depuis des générations. Et bien le problème, c'est qu'elle a tellement de savoir accumulé, et elle en veut en toujours plus, et bien là-haut, ça suit pas beaucoup, et elle pète un câble, littéralement, et elle est très dure à suivre. Et franchement, moi j'étais un peu perdue et perplexe à la lecture de ces parties-là, qui certes sont intéressantes pour la progression du récit, mais moi elle était beaucoup trop perchée pour moi, Alba. Elle va commencer, je ne sais pas, une phrase en nous parlant de l'évolution de l'homme en regardant des fresques dans une grotte par exemple, et elle va se rappeler que la vache là qu'elle est en train de regarder, la production du lait ça se fait comme ça, mais le lait c'est une pénurie parce qu'il y a eu tel problème chimique et pesticides et tout, donc la pesticide ça implique tel problème au niveau du pollen qui implique... Wow. Allez, elle part très très loin comme ça, et chaque petit truc auquel pense fait une ramification vers une autre chose auquel ça peut penser, ça peut influer, ça peut être rattaché. Et moi, c'est pas possible. C'était vraiment trop perché pour moi. C'est très crédible pour le personnage, y a aucun souci, mais elle est trop compliquée à suivre. C'est pas possible, quoi. Donc moi, cette partie-là, j'ai complètement décroché. Et c'est un problème parce qu'on va dire que c'est un petit peu un roman choral où
on alterne entre les chapitres de Alba et les chapitres des flibustiers. Et à chaque fois que je tournais une page, que je voyais que chapitre avec Alba, j'étais là, oh non, pas elle, elle est de retour, ça va être encore perché, quoi. Alors que c'est plutôt bien, hein, franchement, c'est intéressant dans la progression du récit, mais moi j'arrivais pas avec elle. À chaque fois j'étais là, non, je veux retourner avec les pirates, eux ils sont cool, au moins c'est intéressant, moi ça me plaît de continuer à voguer sous les mers. Et Alba, non, je l'aimais pas. C'est dommage parce que je partais avec beaucoup d'attentes pour ce livre, peut-être je m'attendais vraiment à un coup de cœur, et au final, il y a toute une partie du livre que j'ai pas appréciée, et on n'est pas sur le coup de cœur finalement, on est plutôt sur la demi-teinte comme je vous disais au tout début. C'est dommage. Albin Michel imaginaire, je ne suis pas déçue, mais c'était pas tout à fait ce que j'attendais. Donc, dommage pour moi, c'était quand même une belle découverte, mais il a donc pas fait partie finalement de ceux que j'avais sélectionnés, et il n'est pas sélectionné parmi les 5 finalistes non plus. Est-ce que c'est à cause de ce problème avec ce personnage Alba? Je ne sais pas, mais moi en tout cas, c'était mon souci à moi. Peut-être que ça a été le cas pour d'autres personnes. En attendant, c'était une bonne découverte. Lisez-le quand même et dites-moi ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez déjà lu. La deuxième lecture, il s'agit de Lazare 44. Alors lui c'est pareil, je voulais vraiment le lire parce que la couverture elle me paraissait étrange, le nom m'inspirait rien du tout, mais le résumé me hypait de fou. C'est un auteur que je ne connais absolument pas, et la maison d'édition c'est les Moutons électriques, je n'avais encore jamais rien lu de cette maison d'édition, donc je me suis dit c'est parfait, le cocktail gagnant, parce qu'on va être dans de la science-fiction pure là, on va aller sur une nouvelle planète, et cette planète elle est dans le déclin complet. Les habitations ont été faites dans la carcasse d'un alien qui est en train de pourrir. Et comme d'habitude, la population, tous les gens ne sont pas égaux. Vous avez les riches qui vont être dans les parties les plus propres, on va dire, de ce cadavre en décomposition. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de toute la partie un petit peu sale, vous voyez, en décomposition, à la partie un petit peu avec des fluides acides, avec les organes en putréfaction, et au fur et à mesure que l'on se rapproche de ces parties-là, la population est de moins en moins riche, bien évidemment. Et on va suivre un homme, un médecin, qui est envoyé sur cette fameuse planète pour essayer de trouver un remède à une maladie qui, petit à petit, notre corps devient un petit peu en décomposition lui aussi. On commence à avoir des excroissances qui poussent sur le corps. Tu peux en survivre comme tu peux très bien avoir tous tes organes qui se liquéfient d'un coup et tu en meurs. Donc il va essayer de trouver quelque chose, un remède à ça, mais bien évidemment il va y avoir des complots politiques en jeu, il va y avoir les firmes scientifiques qui vont essayer de mettre leur grain de sel là-dedans, les médicales également, et on va se retrouver autour d'un complot magistral qui avait l'air incroyable, et on va se rendre compte que ce titre, Lazare 44, eh bien, c'est pas un titre choisi au hasard parce que c'est quelque chose de particulièrement important dans le récit. Je vous en dirai pas plus, lisez-le parce que moi je l'ai trouvé très chouette. Le seul truc que j'ai trouvé un peu particulier, c'est la mise en page. Je n'avais donc jamais rien lu encore chez les Moutons électriques, donc je ne sais pas du tout si c'est normal, entre guillemets, si c'est leur style habituel, ou si c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à ce titre-là. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de chapitre à part entière, et c'est vraiment un roman choral où les chapitres, entre guillemets, ça va être un personnage que l'on va suivre. Mais il n'y a pas d'espacement, comme on va dire caractéristique, entre les deux personnages. Il va pas y avoir une page sautée, pof, début d'un autre chapitre, donc avec un autre personnage. Non, là, tout s'enchaîne. La mise en page est très condensée, donc déjà, il faut y aller. Il fait 500 pages en plus, la police d'écriture est pas énorme, donc c'est un bon pavé, bien condensé. Il faut être motivé et il faut être concentré pour le lire. Et en plus, ces chapitres, entre guillemets, qui s'enchaînent à la suite, il y a juste genre une ligne qui est sautée, pouf, ça devient le titre d'un autre personnage, donc un autre chapitre, et tout s'enchaîne comme ça à la suite. Donc c'était assez particulier. Mais passer, on va dire, ce petit détail, ça se lit quand même très bien. Les noms sont très particuliers, très bizarres, tous inventés avec des consonances assez étranges à l'oreille. Mais pareil, passer ce détail, on oublie d'essayer d'avoir une prononciation adéquate et on continue à lire, peu importe si on prononce mal le nom du personnage. Parce qu'ils sont vraiment compliqués. Et donc, passer tout ça, moi j'ai bien aimé le côté science-fiction dans cette espèce de cadavre-là,
d'un alien qui est tombé sur cette planète et qui est devenu un espèce de refuge pour les humains. Et donc ces castes sociales qui essayent de s'en sortir contre la richesse, et il va y avoir donc cette espèce de ce Lazare 44 dont on entend parler, qui est très important, et j'ai beaucoup aimé la suite, et j'ai beaucoup aimé cette découverte, même si donc c'est condensé, hein, c'est costaud. Il faut être motivé pour le lire parce que je pense que beaucoup de gens peuvent être rebutés ne serait-ce que par cette fameuse mise en page ultra compacte. Dommage, il n'a pas été sélectionné. J'avoue ne pas l'avoir sélectionné moi non plus parce que quelque chose me disait qu'il était bien, mais je pense qu'il y avait que mon goût à moi qui allait le trouver bien, entre guillemets. Il allait être un petit peu trop, peut-être particulier, peut-être un peu trop compliqué pour certains, et je pensais pas qu'il allait pouvoir être sélectionné, et malheureusement ça a été le cas pour ce titre. Dommage parce que moi je l'avais trouvé sympa, donc pareil, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. J'ai également lu De Profundis, qui est un petit policier fantastique que j'ai beaucoup aimé. Lui je l'avais sélectionné et il n'a pas passé la barre des 5 malheureusement. J'étais très triste parce que la couverture déjà, elle est vraiment trop belle. Et finalement, on se rend compte que dans cette couverture, il y a beaucoup d'indices qui sont dissimulés par rapport à ce qui va se passer dans le récit. Donc ça, après avoir lu, j'ai refait un petit tour sur cette couverture, je me suis dit, ah oui, il y a ça, ça, ça et ça, et je comprends pourquoi ils sont là finalement ces éléments. Et on va suivre donc une jeune femme qui a la particularité d'être horlogère, et sa passion c'est donc de les réparer, et plus le mécanisme est ancien et compliqué, plus ça lui plaît. Elle vit sur le continent, mais elle est originaire d'une petite île bretonne qu'elle a décidé de quitter étant plus jeune, parce que, entre guillemets, vivre sur cette île toute sa vie, ça l'étouffait, ça ne lui correspondait pas, donc elle avait décidé de quitter l'île pour aller sur le continent. Or, quand on quitte l'île, on est considéré comme un paria. Et rien que la pensée déjà de vouloir partir de l'île, on devient un paria. Donc, du moment où elle est partie et qu'elle s'est installée sur le continent français, c'était fini, elle n'était plus la bienvenue dans cette île. Malheureusement, l'horloge de la mairie, je crois, ou du musée principal de l'île, est tombée en panne. Et comme c'est une très vieille horloge, et que la gardienne du musée n'est autre que la mère de cette jeune femme, eh bien, la personne pour la réparer est toute trouvée. Donc elle est très réticente pour retourner sur l'île, elle n'a pas envie de revoir des gens qui vont pas spécialement bien l'accueillir. Elle est en froid avec sa mère et sa sœur depuis qu'elle est partie, et que son père a décidé de partir en même temps. Donc, elle a beaucoup d'arguments qui font qu'elle n'a pas envie d'aller sur cette île, mais en même temps, elle n'a pas d'aller vérifier cette petite horloge qui l'a toujours fascinée depuis qu'elle est enfant. Et bien, elle va céder et elle va aller faire cette réparation sur cette île. Et à partir de là, il va commencer à y avoir des événements un petit peu étranges, notamment en rapport avec la réparation de cette horloge. Il va y avoir des disparitions, il va y avoir des changements au niveau de l'île, au niveau du comportement des personnages. Et on va essayer après, au sein d'une petite enquête toute sympathique, de déceler quel est le rapport avec l'horloge et qu'est-ce qui se passe sur cette île finalement. Et moi j'ai beaucoup aimé, avec cette petite air marin de Bretagne qui était très frais, très sympathique, mélangé avec du fantastique un petit peu local, j'ai trouvé ça très sympa. Et en plus, point de vue présentation, c'était très aéré, très sympathique à lire, et sur chaque début de chapitre, il y a la représentation d'un croquis d'une digitale, une fleur typique de la Bretagne, et notamment de cette île, qui est très jolie, et qui est très utile également pour le livre. Je vous en dirai pas plus. Donc moi j'ai trouvé ça très sympa, entre guillemets ça n'ajoute rien à la lecture, mais c'est un petit plus qui a son mot à dire, entre guillemets. Moi je l'ai trouvé très mignon, et finalement comme il a un rapport avec l'histoire, il a sa place ici. Donc l'histoire sympa, le côté horlogerie très sympa, même si j'aurais bien voulu qu'il soit un petit peu plus creusé, un petit peu plus fourni, parce que c'est un métier que je ne connais pas beaucoup, mais qui a l'air super intéressant. Donc j'ai aimé un peu plus d'éléments à ce sujet. Mais sinon, le côté enquête était bien sympa, le côté un petit peu donc mêlé fantastique très sympa aussi, et la couverture, comme je vous dis, moi j'avais vraiment adoré. Un peu court peut-être, il fait à peine 210 pages, peut-être quelque chose comme ça. Donc très court, ça s'enchaîne assez vite. Ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus long, mais après ce n'est que mon avis. Moi en tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture avec. Et le dernier titre que je vais vous présenter, c'est Astro NF. On retourne dans de la science-fiction, mais là, direction donc l'espace. Avec un vaisseau
qui est en train d'explorer les confins de l'univers et de la galaxie pour trouver une nouvelle planète viable sur laquelle il pourrait s'installer et commencer une nouvelle vie. Mais le vaisseau il va être divisé en 2 catégories. La catégorie des non-fertiles et la catégorie des fertiles, hommes et femmes confondus. Donc c'est pas déjà très sympa d'avoir cette division, et c'est encore moins sympa le fait qu'ils soient tatoués au niveau de la main avec un N ou un F suivant s'ils sont fertiles ou non. Donc évidemment, ceux qui sont fertiles sont les plus cotés, sont ceux qui peuvent circuler partout dans le vaisseau, qui ont un très bon poste, qui ont une très belle vie, et qui sont encensés de partout car ils sont l'avenir. C'est eux qui vont peupler la nouvelle planète, et c'est eux qui vont redonner espoir au monde en faisant des enfants. Et évidemment, les non-fertiles, eux, c'est le rebut de la société. Personne ne les aime, on ne veut même pas les voir. D'ailleurs, dans le vaisseau, il y a un espèce d'algorithme qui efface les non-fertiles pour qu'il n'y ait que les fertiles qui puissent circuler et ne pas avoir une vision complètement gâchée à la vue de ces personnes qui ne peuvent pas se reproduire. Donc, comme elles ne peuvent pas enfanter, elles sont inutiles à la société. Et ils vont faire que des métiers, on va dire, de basse classe, que des métiers peu intéressants, qui n'ont pas de renommée, mais qui sont là pour justement se sacrifier. Dès qu'il y a un problème au niveau du vaisseau, c'est eux qui vont devoir aller se sacrifier parce qu'après tout, leur vie ne sert à rien vu qu'ils ne peuvent pas enfanter. Donc sur cette petite ambiance sympathique, nous on va suivre Daphné qui est une non-fertile. Et qui le vit très très mal parce que justement le reste de sa famille est fertile. Elle voit constamment ses neveux jouer, sa sœur qui est ravie d'être mère, et elle ne le sera malheureusement jamais. Donc comme elle se prend systématiquement le bonheur de sa sœur dans la tronche, finalement elle picole tous les soirs pour oublier un petit peu sa condition de non-fertile. Et c'est un petit peu moyen quoi, jusqu'au jour où elle va devoir partir en mission avec le fils du capitaine du vaisseau, et à partir de là, plus rien ne va aller, il va y avoir énormément de chamboulements. Et moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, il faisait d'ailleurs partie des 5 que j'avais sélectionnés, et qui n'a pas passé la barre des 5 non plus. Je suis terriblement triste parce que moi j'avais beaucoup aimé cette lecture. L'écriture est très fluide, elle se lit très vite, même je dirais que ça se dévore parce que le livre fait 210 pages à peine, donc ça se dévore. On ne voit pas les chapitres passer, on est bien avec ce personnage qui, malgré le fait qu'il soit non fertile, qu'il ait tous les maux de la terre et que tout le monde le déteste de par sa condition, et bien finalement, on se rend compte que c'est une jeune femme qui est forte. C'est une jeune femme qui, certes, est tombée un peu dans la boisson pour oublier, mais qui va essayer de lutter quand même contre sa condition, contre la condition des autres non fertiles, et contre un milliard de choses que je ne vais pas vous révéler, qui va faire qu'il va y avoir des rebondissements, peut-être des complots, peut-être des rapprochements avec certains personnages, peut-être une enquête pour trouver des choses, peut-être un petit côté un peu exploration de planète qui, pour moi, n'était pas encore assez fourni, assez abouti. J'aurais bien aimé un peu plus d'exploration, mais ça, ce n'est que mon avis, c'est mon côté aventurier peut-être qui fait ça. Mais à part ça, moi j'ai trouvé ça super bien. Il y a un côté un petit peu romance qui va s'installer, qui n'est pas dérangeant en soi, même si c'est vrai que le côté un peu boudeur, on va dire, de Daphné, par moment, on a envie de lui dire « bouge, fais quelque chose, arrête de râler », mais ça correspond quand même bien au personnage, c'était pas mal du tout. Il y a un événement où j'étais là, non, faut pas faire ça, pourquoi Franchement, j'étais déçue, c'est logique. Je vois qu'il y a un tome 2, donc je vois vers où ça peut porter, mais voir cet événement, j'étais là, non, faut pas faire ça, c'est triste, on commençait à être bien là, et ça nous met un coup, c'est très dommage. Mais c'est le choix de l'autrice, après tout, et je pense que le tome 2, j'ai des idées vers quoi ça peut aller. Je suis très curieuse de lire ce fameux tome 2, justement, parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer. J'ai envie de voir si les hypothèses que j'ai dans la tête, elles vont être là, ou si l'autrice va partir sur quelque chose de totalement inattendu pour moi. Je suis très curieuse. En attendant, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment triste qu'il n'ait pas été plus loin, parce que moi j'ai bien aimé cette lecture. Elle était très sympa, elle est très dynamique, elle bouge bien, avec des côtés un petit peu mystérieux, qui vont avoir des explications au fur et à mesure. Il y en a certaines où je me suis dit, ça y est, je sais pourquoi c'est comme ça.
Mais je voulais voir si j'avais raison. Il s'avérait que oui, en plus, donc j'étais très contente que mon esprit d'analyste rudement rodé par les thrillers ait eu raison. On s'envoie des fleurs un petit peu comme ça, c'est toujours sympathique. Et donc j'étais très contente de voir ce que ça nous donnait, que l'autrice avait... déjà, on sentait les idées pour un tome 2, et donc je veux connaître ses idées, je veux savoir ce qui va se passer, parce que le tome 1, pour moi, je me suis régalée, c'était très intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des livres dont je ne vous avais pas encore parlé pour le Plib. Maintenant que j'ai vu la sélection, je pense que les futures lectures que j'avais prévues dans divers challenges vont peut-être être modifiées parce que je vais privilégier certainement celles qui ont été sélectionnées. Et c'est vrai qu'il y a quelques titres qui me font particulièrement envie. Je pense que l'une de mes prochaines lectures, ce sera Sistra, parce que j'en entends beaucoup parler, qui m'intrigue beaucoup, et parce que comme je l'ai en e-book, ce serait dommage de ne pas en profiter, donc je pense que ça va être celle-ci la prochaine. J'ai très hâte de le découvrir et de vous en parler prochainement dans une autre vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si parmi ces lectures, il y en a que vous avez lues, que vous avez aimées ou non, qu'on discute de tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!